Bonjour, aujourd'hui nous recevons Alain Scheer. Bonjour Alain. Bonjour. Donc Alain est avocat d'origine aveyronnaise, un avocat de réputation, on peut dire ça comme ça. Un homme de forte personnalité, courageux, travailleur, qui n'a pas peur d'aller au combat. Un avocat d'affaires qui plaide de grosses affaires, une stature nationale, voire internationale. Si on considère que l'Aveyron est une principauté. À ceux qui disent qu'il a mauvais caractère, il n'a pas mauvais caractère, il a du caractère. Non, j'ai mauvais caractère, c'est tout à fait exact. On le compare un peu à D'Artagnan, mais il est fidèle en amitié. Fiable en tous les cas. Si ça ne va pas, il n'hésite pas de le dire. Il s'est fait des ennemis, mais il aime la nature, se retirer dans l'Aveyron, sur les bords du Lot. Il aime la discrétion, pas le bling-bling. Intellectuel, il aime les arts, la culture, Proust, Shakespeare. Plutôt de droite, mais il se délecte d'alternatives économiques. Il aime beaucoup aussi les bouquins de ses confrères, Roland Dumas, Coups et blessures, Jean-Marc Varro, Faut-il avoir peur des juges. Il admire Paul Didier, le seul magistrat qui a refusé de prêter serment à Pétain. Il aime les peintres du coin, Seguin, Leccia, et comme musique, Bach. Plutôt Bach, oui. Voilà. Surtout les variations Goldberg. Il a une amitié pour Camille Pascal. Oui, et pour sa maman aussi, qui est la marraine de ma fille. Voilà, donc on va commencer avec la une du numéro 810 de La Glorieuse. Donc c'est la Toussaint, bientôt. Et on vient sur le sujet des fleurs au cœur du débat. Les fleuristes et le problème des gerbes de fleurs à Montpellier, qui fait débat avec une petite polémique sur les attributions des marchés. Voilà. Ensuite, nous revenons aussi sur nos élus qui font la charité à Microsoft. Voilà, une école d'intelligence artificielle s'est ouverte à Castelnau. Les élus mettent la main à la poche alors que Microsoft est débiteur de 600 millions d'euros d'impôts à l'État et réalise plutôt plus de 20 milliards de dollars de bénéfices. Donc voilà, on allait fouiller un petit peu là-dedans. Ensuite, on revient aussi sur la métropole. La politique est en train de bouger. Maintenant, ils redeviennent copains. Après avoir été fâchés, ils redeviennent copains. Sur le dernier vote, ils étaient 90 sur 90 à voter pour. Et enfin, nous avons déniché Loïc Gouget, qui est champion du monde de savate. Voilà, personne n'en a parlé. La Glorieuse en parle. Donc Alain, merci d'être avec nous. Donc la première question, vous lisez La Glorieuse? Régulièrement. Pourquoi? Parce que je considère que c'est le seul journal qui n'oublie rien, mais qui peut commettre des erreurs. Et puis, je pense que c'est un journal indépendant. Enfin, je pensais que c'était un journal indépendant, un hebdomadaire indépendant. Vous pensiez? Oui, parce que de temps en temps, je ne suis pas d'accord avec certaines informations qui ne sont pas assises sur des faits. C'est-à-dire, de temps en temps, pas vous, hein, vous êtes Dieu dans cet hebdomadaire, mais je pense qu'il manque de vraies recherches d'investigation dans le domaine qui est le mien, pour que ça devienne crédible, beaucoup plus crédible. Oui, mais bon, pour faire de la vraie investigation, oui, il faut des équipes et bon, on fait. Mais je pense qu'on parlera de l'accès à la justice peut-être enfin. Donc, oui, bien sûr. Donc, quel est votre regard sur la liberté de la presse? Mon regard sur la liberté de la presse, il va se résumer à quelque chose de très simple. C'est que jusqu'à une époque récente, les problèmes de diffamation étaient souvent gérés par la cour d'assises, ce qui est quand même si c'est une juridiction qui ne condamnait pas à mort les personnes qui étaient coupables de diffamation, mais l'honneur était quelque chose d'important. Maintenant, ce sont les réseaux sociaux qui constituent ce qu'on appelle la liberté d'expression et la liberté de la presse. Je pense par exemple que
vilipender Mélenchon parce qu'il se défend et se gausser parce qu'il a filmé la venue d'une commission rogatoire dans son appartement, ce n'est pas faire preuve d'une très grande tolérance vis-à-vis de quelqu'un qui est accusé. Donc à partir du moment où la presse fait très bien son travail, elle le fait souvent très bien, je pense qu'il faut qu'elle ait moyen de se défendre. Et pour pouvoir se défendre, il faut que les personnes qui sont à l'origine d'un certain nombre d'interventions, notamment les lanceurs d'alerte, puissent avoir les moyens de choisir leur avocat, puissent avoir les moyens de monter un dossier, puissent avoir les moyens d'accéder aux sources, etc. Donc je pense qu'effectivement, il y a une certaine liberté de la presse dans les principes, mais je pense qu'on est surtout dans le quant à soi, dans beaucoup d'endroits. Et puis quand on voit le capitalisme dur qui intervient, c'est-à-dire le financier pur et dur qui intervient pour prendre le contrôle de journaux qui sont particulièrement importants ou d'hebdomadaires qui sont particulièrement importants, je pense que ce n'est pas très sain. Être avocat, ça veut dire quoi en 2018 ? Être avocat en 2018, au niveau français, au niveau montpelliérain. Je pense au niveau montpelliérain ou au niveau français, c'est très dur parce qu'il y a de nombreux avocats qui sont installés et qui n'ont pas les moyens de pouvoir exercer librement leur métier. Et je pense que d'abord pour être libre, il faut avoir une certaine liberté financière. Je crois que c'est Cocteau qui disait être riche, c'est ne jamais avoir à choisir entre un livre, un pantalon et un repas. Et je pense qu'il y a des avocats qui sont amenés à choisir entre ces trois moyens d'exister au niveau social. C'est l'indépendance, la liberté, le courage. Le courage, c'est très important pour un avocat, mais c'est également la possibilité de pouvoir faire des recherches techniques, de pouvoir intervenir sur le législatif. Je ne sais pas si je peux aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Si vous m'autorisez ? Oui, je vous autorise, bien sûr. L'accès à la justice doit être... et il doit y avoir une égalité, comme il y a une égalité devant l'impôt, etc. À l'heure actuelle, qu'on le veuille ou non, les personnes morales peuvent déduire, les personnes morales attaquées, c'est-à-dire les commerçants, les sociétés très importantes au niveau national ou international, comme vous les indiquez, peuvent déduire le montant des frais honoraires d'avocat, récupérer la TVA sur les honoraires, et ça passe en charge, donc elles payent moins d'impôts, et comme elles ont souvent plus de moyens que les particuliers, elles peuvent faire appel à de nombreux techniciens, à de nombreux experts, qui font que si en face, vous vous retrouvez avec un particulier, le particulier, lui, il ne peut même pas récupérer la TVA. Il ne peut pas déduire les honoraires d'avocat de son revenu imposable. Et je trouve que à l'heure où on veut qu'il y ait des lanceurs d'alerte, si les lanceurs d'alerte procèdent par des déclarations de soupçons, par l'envoi d'un certain nombre de documents, mais si après ils sont attaqués en justice et qu'ils ne peuvent pas se défendre en choisissant des avocats qui sont indépendants, qui sont techniques, etc., on n'est pas dans une vraie démocratie judiciaire ni une vraie démocratie égalitaire. Peut-être que je n'ai pas été assez clair. Je m'en excuse. Si, vous avez été très clair. Vous avez reçu dernièrement des menaces de mort. Pouvez-vous nous en dire plus ? Je sais pas si l'on peut... je pense que... Vous gênez ? Je suis très content d'être un gêneur. Vous gênez qui ? Ah ça, je ne le sais pas. Je pense que je gêne... Je pense que quand on prend un dossier, le courage de l'avocat, c'est de l'accompagner jusqu'au bout. Quant aux menaces que j'ai reçues, j'ai le bonheur d'être aveyronais, comme on vous l'a dit, par ma mère, et d'être juif musulman par mon père, qui est parti au moment, peut-être un peu trop tard d'ailleurs. Et donc j'ai effectivement reçu un cercueil avec une étoile juive dessus. Je pense que ça veut dire que je ferai partie des justes le jour où je décéderai. Pourquoi les dossiers politiques aujourd'hui se règlent devant les tribunaux ? Les dossiers politiques se règlent devant les tribunaux pour une raison simple, c'est que, enfin à mon avis, c'est que d'abord,
on ne donne pas les moyens aux magistrats de pouvoir juger rapidement, parce que c'est un problème également de moyens. Et je pense que chaque fois, je me souviens de la phrase de Churchill. Je ne sais pas si c'est le Churchill, peut-être que vous allez me rectifier. Churchill disait un homme politique ne pense, dès qu'il est élu, qu'à sa réélection. Un homme d'État, il pense aux générations futures. Si il y avait un homme d'État qui pensait aux générations futures, beaucoup plus en tous les cas, je pense qu'il y aurait moins d'affaires judiciaires où elles seraient réglées plus facilement. Est-ce que Mélenchon a raison de dire que la justice, c'est des moutons? La justice, Oui, c'est... des moutons. Je ne crois pas que la justice soit des moutons, mais elle n'a qu'une obligation de moyens et elle n'est pas chargée de réécrire la Constitution. Je pense qu'il y a des magistrats courageux, très peu. Dans les périodes difficiles, vous avez cité Paul Didier qui était originaire de Carcassonne. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une place de... Je ne suis pas certain. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une place en face d'un palais de justice qui s'appelle Place Paul Didier. C'est le seul magistrat. Il n'y en a pas eu deux, seul. Il y a eu beaucoup d'autres professions dans lesquelles ils sont nombreux. Et je pense que M. Mélenchon, à partir du moment où il est accusé à tort, ou à raison, je ne sais pas, a parfaitement raison de vouloir se défendre. Je ne vois pas pourquoi M. Mélenchon ne pourrait pas se défendre. Je ne vois pas pourquoi M. Sarkozy ne pourrait pas se défendre. Je ne vois pas pourquoi M. Benalla ne pourrait pas se défendre. Est-ce qu'on a une obligation d'utiliser un schéma de défense prévu? Voilà, je ne le crois pas. Moi, je suis assez... Monsieur Tapie, à l'époque, s'est défendu. Je pense que lutter, faire en sorte que la vérité des journaux ou la vérité de la presse ou la vérité de la rumeur ne soit pas la vérité judiciaire me paraît encore parfaitement défendable. Je pense d'ailleurs que parmi les journalistes, on pourrait faire comme avaient fait certains magistrats à l'époque où il y avait de nombreuses affaires en droit pénal des affaires. En matière de journalisme, on pourrait faire aussi le mur des cons. Ceux qui ne respectent pas la présomption d'innocence, ceux qui pensent qu'on peut construire une carrière politique sur les cadavres que sont la rumeur, la calomnie. Voilà, je ne supporte pas ça. Donc M. Mélenchon a raison de se défendre. Bon, vous avez évoqué ça tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une égalité des citoyens devant l'accès des tribunaux? Absolument pas, parce que je pense que... Outre la question financière, la question des entreprises... je pense que si vous avez la possibilité de confier votre cas à des avocats qui sont des techniciens ou à des experts qui peuvent vous défendre plus facilement, c'est quand même... vous avez beaucoup plus de chances de trouver la bonne jurisprudence, de bien présenter votre dossier, si c'est très technique, d'avoir des études qui soient très poussées, etc. Donc l'égalité devant les tribunaux n'existe pas. Mais elle n'existe pas en amont. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une espèce Par exemple, Oui. allez-y. Non, je vous laisse terminer. Je passe sur une autre question. Non, mais je voudrais terminer là-dessus. Terminé. Par exemple, tout à l'heure, quand je suis arrivé, je vous ai dit, je préfère la première période de Saint-Augustin. Je pense que tout le monde pense que Saint-Augustin, qui a été évêque d'Épône, etc., bon, très bien, passons. Mais n'oubliez jamais que Saint-Augustin, sur lequel on travaille à l'heure actuelle, qui a été un des premiers à utiliser les symboles de la Bible pour essayer d'avancer, n'oubliez pas qu'il est algérien d'origine. Il serait vivant aujourd'hui, il vivrait en Algérie. Donc, je pense qu'on oublie l'histoire. Voilà. Moi, je ne l'oublie pas. Est-ce qu'il y a une justice politique? Je prends deux exemples. Maître Fillon est en examen 15 jours avant le premier tour. C'est pas le condamné à perdre. On a mis Stéphanie Janet à Montpellier une semaine avant les élections. Sinon, elle aurait peut-être été élue députée. Est-ce que pour certains, il y a une justice qui traîne au niveau politique, et pour d'autres, il y a une justice qui est très rapide? Je ne dirais pas qu'il y ait une justice très rapide. Je dirais que malheureusement,
ou heureusement peut-être, compte tenu de la rapidité avec laquelle interviennent les élections, tous les moyens sont bons pour faire chuter un adversaire, et surtout, si effectivement cet adversaire a un rapport à l'argent qui est particulièrement contestable. On parlait tout à l'heure des jésuites. Moi, j'ai fait mes études à l'Immaculée Conception. Peut-être qu'Immaculée, je le suis un peu moins, mais je me souviens que un de mes professeurs, il s'appelait Marius Fournier, me disait toujours, Alain, je vais te donner une leçon dans la vie, il t'arrivera rien, c'est pas la peine que tu t'angoisses. Tu es moitié juif, moitié aveyronais, donc tu devrais réussir. Et la deuxième, il m'a dit, n'oublie pas quelque chose. L'argent est un bon esclave, un mauvais maître. Je me suis toujours souvenu de ça. Vous avez créé un cabinet d'avocats qui est le plus important de Montpellier. Il y a 2-3 ans, là, vos associés vous ont mis à la porte. Et ne pouvant pas vous mettre à la porte, ils ont démonté votre porte. C'est plutôt drôle. Non, je crois pas. C'est pas ce qui s'est passé? Non, je crois pas. Je pense qu'à un moment donné, on veut tuer le père. Mais il y a deux façons de tuer le père. La première, c'est de faire mieux que lui. Et la deuxième, quand on n'y arrive pas ou quand on a une image qui est peut-être un peu déformée de la réalité, on a tendance à vouloir l'écarter tout de suite. Il faut jamais être le témoin gênant des erreurs des autres. Donc vous confirmez qu'ils ont démonté la porte? Ah oui, parce que... Ne pouvant vous mettre à la porte, ils ont démonté votre porte? Non, je crois que j'étais... je n'étais pas présent dans ma SCP et dans mon cabinet à l'époque. Et de colère, sans aucune autorisation, de colère, quoi. Ils ont fait venir, je sais pas, ils ont démonté ma porte, ils ont fracturé mon ordinateur, enfin bon, ils sont... Voilà, mais enfin bon. Par contre, là, la justice a été particulièrement rapide, puisqu'ils ont perdu les 2 procédures qu'ils avaient initiées contre moi. C'est quoi la loyauté en politique? Ben, je pense que c'est l'application du proverbe la trahison n'est pas qu'une question d'homme, c'est juste une question de date. Et si c'est en plus une date d'élection, alors là, vous êtes tranquille. Et le clivage gauche-droite? C'est une aberration. Donc vous êtes sur la ligne des marcheurs? Je ne suis pas sur la ligne des marcheurs. Les marcheurs ont aboli le clivage gauche-droite. Les marcheurs ont aboli le clivage gauche-droite. Mais c'est-à-dire que dans les marcheurs, il y a des gens de droite et de gauche, et puis voilà. Je ne sais pas ce que ça veut dire, droite-gauche. Pour moi, la droite et la gauche, pourquoi suis-je de droite? Pour une raison simple. Je pense que la responsabilité personnelle et la responsabilité des élus pensent à la solidarité. C'est-à-dire, il faut être responsable de ses actes, et après, une fois qu'on a réussi à convaincre, à essayer d'avoir un consensus, après, on peut être solidaire. Et si on est solidaire avec une responsabilité personnelle, c'est mieux. Je pense qu'à la gauche, c'est le contraire. On parle d'abord de solidarité, c'est-à-dire de distribution, d'achat quelque part, pas des voix, mais d'un certain consensus, et après on parle de responsabilité. Mais après c'est pareil, quoi. Je ne vois pas la différence, ce sont les mêmes hommes. Que pensez-vous de l'utilisation des tweets comme instrument politique? Vous avez vu que ça s'est développé là dernièrement? Enfin, pas chez moi. Je regarde, mais je ne tweete pas. Êtes-vous sur Twitter? Non. Je ne suis nulle part. Je regarde. Je pense que ma vie professionnelle m'a appris à réfléchir. Voilà. Et puis, je pense qu'aussi, beaucoup de Français se prennent pour le centre du monde. Mais quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, quand on voit la façon dont les systèmes fonctionnent, on se rend bien compte que Twitter ne peut pas faire une politique. Et puis, même si on s'attribue des étoiles, il faut redescendre sur Terre. Quel est votre regard sur l'excitation et l'emballement politique autour des listes municipales à Montpellier? Des listes municipales? Enfin, des listes, oui, des prochaines municipales, on va dire. Je n'ai jamais pratiqué la communicocratie. Est-ce qu'on parle des pauvres
et des gens qui n'ont pas de toit à Montpellier? Très peu. Moi, ça me touche beaucoup, ça. C'est pour cela que on parle de communautarisme, on parle des communautés gitanes, arabes, des communautés de sans-abri, etc. Je veux bien, mais que fait-on? Que fait-on pour faire en sorte que ce qui a été construit il y a 40 ans, 50 ans pour un certain nombre de familles qui ont grandi, qui ont eu des enfants, qui eux-mêmes ont eux-mêmes des enfants, pour pouvoir les loger. Par contre, ce que l'on fait, c'est on fait des procédures comme pour faire détruire, je sais plus, des caravanes qui ont été collées à ou adjointes à des villas. Je crois que on s'attaque aux conséquences d'une situation, mais pas aux causes. Voilà. Donc je suis effectivement pour une certaine solidarité. Quant à la constitution des listes, puisque je pense que c'est important de le dire aussi, je rappelle que dans les cours d'assises, les jurés, c'est-à-dire vous, moi, enfin pas moi puisque je suis avocat, mais enfin les sujets, entre guillemets, puisque on avait parlé de sujets à l'époque, sont tirés au sort et peuvent décider de la vie d'un homme ou de plusieurs. Pour quelles raisons sur les listes municipales ou des listes régionales, par exemple, il n'y aurait pas une certaine proportionnelle qui soit réservée avec des critères bien précis, comme celle des jurés, et qui participent d'office au conseil municipal, sur chaque liste. Vous savez que ça existe. Ah oui? On a fait un article il y a Mais ça 4-5 existe. ans là-dessus. Ça existe. Dans les Cévennes et dans la Drôme, il y a plusieurs villages en Oui, France oui, mais tout à fait. Il y a même des pays. Il y où a les même... conseillers municipaux et le maire Mmh. changent tous les 6 mois. Non, mais ce n'est pas de cela dont je ne suis pas en train de dire que je veux un communautarisme de village. Je ne veux pas constituer un village bourgeois. Je dis, dans une ville donnée, un certain nombre de critères sont remplis. Ces critères sont respectés par les électeurs. Je ne sais pas, l'âge, la profession, le fait qu'il n'ait jamais eu de problème judiciaire définitivement jugé, etc. Et bien, ceux-là sont tirés au sort. Il y a, je ne sais pas, peut-être 30 ou 40 places de conseillers municipaux. Là, je crois qu'on aurait une véritable transparence parce qu'eux parleraient. Comprenez-vous le positionnement de Philippe Sorel, un coup avec En Marche, un coup contre? Pareil un peu avec le PS, vous voyez, c'est un peu... Est-ce que vous comprenez ce positionnement politique? Mais je pense que le mouvement En Marche a été choisi par notre président de la République, qui est... Peut-être que sur le plan politique, il a découvert la présidence de la République et les difficultés des politiques, mais je pense qu'il est remarquablement intelligent. Je pense qu'il est lacanien, en plus. Pourquoi? Parce qu'en marche, ça veut dire marche, ça veut dire marcher avec un accent. Les marchés publics, c'est important. Ça veut dire marché, MER, notre ancien secrétaire général du Parti communiste, et on pourrait décliner. Donc, quelque part, oui, c'est l'auberge. C'est l'auberge espagnole. Voilà. Et donc je pense qu'en marche, non, voilà, je pense qu'il vaudrait mieux courir parce que le temps va vite. Ne trouvez-vous pas qu'il colle à son modèle Georges Frêche que vous avez toujours combattu? Qui colle? Le maire de Montpellier. Ah non, absolument pas. Il colle pas. Non, non. Contrairement à ce que l'on pense, Georges Frêche avait des adversaires, et même s'il combattait, intellectuellement quand même, je pense qu'il était à la hauteur. C'est-à-dire, il acceptait de combattre et d'être blessé. Or, les hommes politiques à l'heure actuelle veulent bien combattre, mais refusent d'être blessés. Et quand ce sont des amis à eux qui sont blessés, ils ne font jamais marche arrière pour aller les récupérer, ni pour essayer de voir s'ils peuvent les sauver. Ils passent et ils les achèvent. Pourquoi M. Lannelongue a rejoint Philippe Sorel? Je ne suis pas un ami de M. Lannelongue. Je ne le sais absolument pas. Je pense que peut-être... je ne sais pas. Est-ce que Jean-Pierre Grand est-il un bon baromètre de la vie politique montpelliéraine? Un bon baromètre de la vie politique montpelliéraine. Je connais Jean-Pierre Grand depuis très longtemps, puisque je suis quelquefois encore son conseil.
je pense que oui, c'est peut-être une vraie grenouille si la grenouille telle qu'on l'envoyait pour annoncer ce qui allait se passer dans les jours à venir. Mais je pense que c'est une grenouille inversée. Je pense que chaque fois qu'il a pris position pour un candidat, de temps en temps, ça ne s'est pas produit comme il le souhaitait. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il aurait pu être secrétaire général d'En Marche. Si En Marche veut dire embrasser beaucoup d'opinions. Vous étiez très proche de Philippe Sorel pendant la campagne. Vous avez joué un rôle essentiel. Ensuite, vous êtes éloigné. Aujourd'hui, vous êtes un peu rapproché ou vous êtes toujours éloigné? J'ai été proche de Philippe Sorel. Je pense que Philippe Sorel, je suis... beaucoup d'hommes croient ce qu'ils souhaitent. Et moi, je suis pareil. Jusqu'à un certain degré, j'aime bien rêver. J'aime bien penser que Philippe Sorel allait faire de grandes choses. Je ne dis pas qu'il faut un maire qui soit un expert en tout. Je pense que l'expertise s'achète. Je pense que on pouvait avoir un certain nombre de personnes qui l'accompagnaient et il les a laissées en route. Je pense qu'il a pensé tout de suite à sa réélection. Puis je pense qu'il a loupé quelque chose pour moi, de très important. C'est que la fusion avec l'Occitanie, enfin la fusion avec Toulouse s'est très mal passée et on est devenu un petit satellite. On n'est pas une étoile. François incarne-t-il l'ancien monde de Montpellier ou le nouveau monde tel que En Marche François Delacroix? François Delacroix... Il a essayé de se recaser dans le nouveau monde. Il incarne quoi, selon vous? Au niveau politique, oui. Le musée Grévin. Voilà. Donc avec Frédéric Bord, vous avez essayé de faire du neuf avec du vieux. Du neuf avec du vieux? Aux élections législatives. Je crois pas. Je pense que je suis toujours persuadé que à partir du moment où on donne sa parole, il faut la respecter. Pendant la campagne des municipales, j'avais indiqué que si Frédéric Bord se présentait, j'accepterais pour justifier du fait qu'il fallait s'occuper des autres et non pas des politiques d'être son suppléant. J'ai respecté ma parole jusqu'au bout, mais j'ai beaucoup appris. Beaucoup. On va terminer par la SCI des Halles Castellane. Ah. Donc il semblerait que les Halles Castellane payent une redevance de 9 000 € par an. Pardon. Alors qu'ils perçoivent à peu près 50 000 € de loyer. Entre 300 et 50 000 € de loyer. C'est ça? Et M. Salerno dit qu'il a investi 21 millions de francs, donc le 8 novembre 2001, soit ça fait 3 millions d'euros à peu près. Au bout de 7 ans, l'investissement est payé. Donc qu'est-ce qui se passe avec ce dossier qui paraît très désavantageux pour l'intérêt public? Je ne sais pas, mais j'ai eu l'occasion de lire le dernier numéro du Canard enchaîné sur un dossier qui a été soulevé par la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France concernant Unibail. Et ils expliquaient dans l'article, et en reprenant ce qu'avait fait la Chambre régionale des comptes, qu'il était particulièrement étonnant qu'une municipalité, surtout la municipalité parisienne, puisse laisser des sociétés privées, alors qu'elles sous-louent ou qu'elles peuvent régulariser derrière des baux commerciaux, à 2 € le mètre carré par an. À partir de ce moment-là, je me suis intéressé énormément à ce dossier et je me suis rendu compte que pas monsieur Marcel Salerno, mais la SCI qu'il détient directement ou indirectement avec ses sociétés, a payé, si on lisse sur 61 ans, le montant du loyer qui devrait revenir à la municipalité, 2 € par an et par mètre carré de bail commercial, de local commercial.
Je rappelle qu'à l'heure actuelle, si vous louez un local professionnel, le prix par an varie entre 100 et 150 euros le mètre carré par an. Donc je pense qu'il y a un problème. Et puis on ne m'expliquera Oui, pas. il y a un problème, il y a un gros problème. On ne m'expliquera, ou on m'expliquera très mal, comment, pour des raisons sûrement politiques, alors que j'étais régulièrement mandaté dans ce dossier, sur des pressions diverses et avariées, je pense, on m'a demandé d'arrêter la procédure de référé que j'avais introduite pour la filiale de la Caisse d'épargne, dirigée par M. Jean-Michel Archambault. On va y venir. Mais pourquoi, selon vous, Georges Frêche a donné ce bail hyper avantageux à M. Salerno? Parce que 2 euros, alors que c'est 100 euros sur 60 ans, ça semble inimaginable. Je n'étais pas en 99 le conseil ou en 98 le conseil de M. Frêche. Je pense que M. Frêche, c'était l'année précédente, je crois, les européennes et les 2 années précédentes, les municipales. Je n'arrive pas à comprendre comment M. Georges Frêche n'a pas pu prendre contact directement avec la société Virgin. Et pour quelle raison il a fallu passer par M. Marcel Salerno. Mais M. Marcel Salerno, il arrive après. Il arrive après les relations qu'il y a eu entre la Caisse d'épargne, puisqu'au départ c'est la Caisse d'épargne qui doit régulariser, qui doit monter le projet et qui doit mettre en place le crédit pour y parvenir, dirigé à l'époque, je pense, par Dominique Renucci. Dominique Renucci s'en va en mi-99, pour des raisons que je ne connais pas, puisque je n'étais pas présent à ce moment-là. Une SCI est constituée, la SCI d'Al Castellane, dans laquelle au départ la Caisse d'épargne avait la majorité et dans laquelle l'autre société de M. Salerno était minoritaire. Et puis, en 2001, bouleversement, on inverse les rôles, et puis à partir de 2001, il y a une prise de contrôle de la part de M. Salerno. Mais ce qu'avait fait M. Georges Frêche était particulièrement intéressant, et je laisse d'ailleurs le soin aux journalistes, notamment de Midi Libre, de le développer par la suite. J'ai l'acte qui a été signé sous les yeux. Il était indiqué, par décision du 18 septembre 2000, devenue définitive, annexe 9, la commission départementale, je dis bien 18 décembre 2000, la commission départementale d'équipement commercial, CDEC, a autorisé la SA Virgin Store à créer et exploiter dans le local objet des présentes, écoutez bien, un magasin spécialisé en produits culturels et de loisirs à l'enseigne Virgin Megastore de 1700 m² de surface de vente principale, puisqu'il y a des annexes, etc. Je voudrais savoir si l'on considère maintenant que les vêtements, et comme il y avait avant l'autre enseigne nationale ou internationale, si des vêtements constituent effectivement des biens culturels et de loisirs. Combien de sociétés à Montpellier, qui étaient des petites sociétés, ont-elles déposé le bilan parce que justement il y avait la concurrence qui avait été faite au niveau de cette grande enseigne, de ces grandes enseignes. Voilà, la véritable question elle est là. Donc avec quelle autorisation par la suite la SCI d'Al Castellane est passée des produits culturels et de loisirs aux grandes enseignes de vêtements? Avec quelle autorisation et avec quelle complicité au niveau juridique? Parce que si on reprend la totalité des éléments qui figurent, je pense que ce n'est pas un secret. Dans la commission départementale d'équipement commercial, figurait M. Jean-Pierre Grand, maire de Castelnau, le 18 septembre 2000. Et M. Jean-Pierre Grand soutient aujourd'hui la posture ou l'imposture de M. Salerno. Pourquoi? Comment? Pour des raisons électorales? Mais je vous repose la question. Selon vous, pourquoi Georges Frêche a donné un bail hyper avantageux à M. Salerno? Mais il ne l'a pas donné à M. Salerno. Vous me le ferez jamais dire. Il l'a donné. Donné peut-être un mot... à une SCI dans laquelle il y avait M. Salerno. Et il y avait... Qui était minoritaire. Et il y avait la Caisse d'épargne. Oui, il y avait la Caisse d'épargne. La véritable question, c'est pour quelle raison la Caisse d'épargne a laissé la majorité par la suite, soit à M. Marcel Salerno, soit à des sociétés de son groupe. Et pour quelle raison? Alors qu'il y a eu M. Georges Frêche,
puis après, il y a eu Madame Mandrou, puis là, nous avons Monsieur Sorel. Pour quelle raison on laisse perdurer cette situation, alors même que, selon les calculs que l'on peut faire sur 61 ans, il y a à peu près, à peu près 20 millions d'euros qui auraient pu être récupérés pour construire des logements ou pour améliorer la vie des Montpelliérains. Au niveau de la gestion d'argent public, c'est catastrophique. J'ai saisi monsieur Philippe Sorel par courrier recommandé en date du 15 octobre, je crois, 2018. J'ai ce courrier et je pense que je suis contribuable à Montpellier. Quand je vois quelque chose qui ne fonctionne pas, surtout à ce niveau-là, j'essaie de faire en sorte que les droits des citoyens soient respectés. Vous attaquez le bail d'Uniqlo. Je demande à ce que M. Sorel, en sa qualité de maire, résilie purement et simplement ce bail emphytéotique qui est un scandale financier. Pourquoi la Caisse d'épargne a commencé une procédure et puis ensuite elle a renoncé? J'espère que ce n'est pas pour des raisons électorales internes, c'est-à-dire que vous aurez peut-être l'occasion d'inviter Madame Christine Fabrès, puisque la décision lui revient. J'espère que c'est pas parce que ça a facilité son élection au conseil d'administration, au directoire de la Caisse nationale. Et j'espère non plus que ce n'est pas en raison du conflit d'intérêts qui pouvait exister entre Monsieur Delacroix et ses anciennes fonctions. Parce que Monsieur Salerno, Monsieur Salerno, on l'accuse d'avoir fait de bonnes affaires. Non, on l'accuse pas d'avoir fait de bonnes affaires, absolument pas. Monsieur Salerno, enfin, il est comme tout citoyen français. C'est ce qu'il dit. Il est comme tout citoyen français. Il bénéficie de la présomption d'innocence. Et si ses avocats le défendent bien, ils ont parfaitement raison. Par contre, je rappelle que il est en état de récidive. Parce que, sauf erreur de ma part, le même système s'était produit au stade Yves du Manoir, où il avait récupéré la brasserie, je me souviens plus comment elle s'appelait, et c'est Monsieur Moed Altrad qui a dénoncé ce stratagème. Sur ce plan-là, je pense que quand j'entends Monsieur Philippe Sorel dire que Monsieur Moed Altrad a comme affidé Monsieur Maoud, je pense que Monsieur Moed Altrad a participé à l'élection de Monsieur Philippe Sorel. Je le sais puisque j'étais dans le staff de Monsieur Philippe Sorel. Donc je n'aime pas des attaques ad hominem, surtout avec des gens qui vous ont beaucoup aidé. Et je rappelle que c'était Monsieur Finat et Maître Martin, à l'époque, qui avaient régularisé la convention. Il y a eu une procédure pénale, d'ailleurs, qui a été engagée, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Mais Monsieur Moed Altrad, dont on prétend que je serai très proche, etc., j'ai été l'avocat de Monsieur Moed Altrad, il a l'amitié de me faire confiance de temps en temps. Je n'ai donné ma confiance, en tous les cas, sur le plan électoral et pour les prochaines municipales, à personne à l'heure actuelle. Et quand je le ferai, je n'ai pas besoin de porte-voix. Voilà, donc on va terminer par les deux dernières questions. La question langue de paye, d'abord. Votre échec au bâtonnat, est-ce dû à des clivages ou de la cooptation entre personnalités un peu neutres? Je pense qu'il faut respecter les autres confrères. Les confrères ont estimé que je n'étais pas digne d'être bâtonnat, peut-être bâtonnier parce que la jalousie, parce que... Non, il faut respecter la décision. Par contre, je suis très content de ce que j'ai fait. J'ai perdu le bâtonnat parce que j'ai fait racheter, en tant que trésorier, le nouvel immeuble qui sert de vitrine de la profession en haut de l'avenue de l'Odève. Et c'est à cette occasion-là qu'un certain nombre de personnes, d'ailleurs je crois que vous l'avez publié dans votre journal à l'époque, dans votre hebdomadaire, pardon, en disant que j'avais pris des commissions ou que j'avais, entre guillemets, bidouillé pour faire en sorte que cet immeuble soit acquis par les avocats. Non. Les conditions, je crois pas. Non, mais... Ah mais si, mais maître... Il y a eu enfin, c'est des gens il y a eu une pétition. C'est pas nous qui le oui, non, je le sais très bien. Je connais votre attitude à ce niveau-là pour avoir vu ce que l'on pouvait faire.
lorsque un certain nombre de rumeurs vous amènent devant le tribunal correctionnel, voire devant la cour d'appel de Nîmes, je m'en souviens très bien, et devant la cour de cassation après. Ok, donc on va terminer par la question chapeau, si vous voulez bien choisir. Bon, vous avez partiellement répondu, mais bon... À quoi? À la question chapeau, je pense, si vous pouvez nous la lire. Vous allez peut-être pouvoir amener quelques précisions. Vous voulez que je vous offre du papier? Non, mais regardez de l'autre côté. Avez-vous des infos sur l'audit de la mairie sur les Halles Castellane? Alors, mais je vais vous répondre. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Monsieur Philippe Sorel déciderait-il de faire un audit sur les Halles Castellane alors qu'il a participé aux cérémonies d'ouverture de cet établissement en 2016, qu'il a voté à la mairie quand il était... Je me demande s'il n'est pas en conflit d'intérêts d'ailleurs, toujours, s'il n'y a pas un problème de complicité qui se posera, complicité juridique. Et j'ai rédigé cette assignation. Je suis désolé. C'est moi qui ai rédigé cette assignation qui a été retirée du rôle. Et dans cette assignation, il est indiqué... Pour parvenir à sa mission, l'administrateur provisoire pourra se faire communiquer toutes les pièces et documents, tous les documents sociaux nécessaires pour s'en faire délivrer copie sous forme authentique ou tout autre support, et il pourra se faire assister de tout expert de son choix. Donc, on ne fait pas confiance au système judiciaire pour désigner un expert, donc on ne va pas jusqu'au bout puisqu'il pouvait faire une intervention forcée, puisque cette assignation lui a été délivrée, lui a été notifiée à la mairie de Montpellier. Et puis, par la suite, on dit ah, mais finalement, on va faire un audit extérieur, on va faire un appel d'offres, etc., etc. Mais je trouve que c'est pas tout à fait normal. Je pense que sur certains points, il faut faire confiance à notre système judiciaire, surtout pénal, pour résoudre un certain nombre de difficultés. Très bien, je vous remercie. Voilà.